Bienvenue sur Medinov. Je suis Marianne Lahana, avocate en droit de la santé et en responsabilité médicale. J'accompagne les acteurs du secteur pour relever les défis juridiques et stratégiques de ce domaine en constante évolution. Dans ce podcast, nous explorons les tendances, les défis et les opportunités de l'écosystème de la santé. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des acteurs passionnés, chercheurs, entrepreneurs, professionnels de santé et décideurs qui façonnent l'avenir de la médecine et de l'innovation médicale. Restez avec nous, car cet épisode pourrait bien vous inspirer et vous donner des clés pour mieux comprendre et agir dans ce secteur en pleine transformation. Et pour aller encore plus loin, je prendrai le temps de répondre à une problématique juridique soulevée par mon invité afin d'éclairer les enjeux concrets auxquels il est confronté. Bonne écoute! Bon, bienvenue chez nous à Sphère. Nous sommes très contents de ce partenariat qu'on fait avec vous parce que ça va nous permettre de répondre à quelques problématiques juridiques que tous les médecins peuvent rencontrer dans la vie de leur pratique de tous les jours, notamment en gynécologie. Je suis Alexandre Balout, le CEO des centres Sphère, des centres qui sont dédiés à la santé de la femme, qui fonctionnent par des parcours fléchés et pluridisciplinaires selon les sous-spécialités, permettant de prendre le traitement de la santé de la femme dans sa globalité. Actuellement, nous avons 5 centres, répartis entre Boulogne-Billancourt et Silly-Moulin-les-Vanves. Et nous souhaitons développer cette activité pour dupliquer ces centres en régional et national, en gardant nos deux valeurs qui sont la bienveillance et l'expertise. Je vous laisse maintenant, pour ne pas prendre beaucoup de temps, interviewer mes collègues qui vont vous challenger sur les problématiques juridiques qu'on rencontre. Merci. Bonjour Dr Cohen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Medinov en partenariat avec les centres Sphère. Nous allons parler ensemble des patients caméramans lors des échographies obstétriques. Alors c'est un phénomène qui est très répandu, mais qui peut interroger la communauté médicale sur certains aspects, on va en reparler. Avant d'aborder ce sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre pratique quotidienne et des actes que vous réalisez? Vous êtes gynécologue obstétricienne. Tout à fait. Je suis gynécologue obstétricienne, je fais un tout petit peu de gynécologie et beaucoup d'échographie obstétricale, donc de suivi de grossesse, échographie du premier, deuxième et troisième trimestre et quelques échographies intermédiaires de croissance ou en tout cas qui sont nécessaires pour examiner les bébés. D'accord. Alors, combien de patientes vous recevez en consultation en moyenne? Et sur ces patientes, à combien estimez-vous le nombre de films qui peuvent être réalisés durant les échographies? On ne se rend pas bien compte, nous, de l'extérieur. Je dois avoir entre 15 et 17 patientes par jour. Et on a à peu près une patiente sur 10 qui fait une écho, enfin surtout souvent son conjoint d'ailleurs. Un couple sur 10, on va dire, qui se sent le besoin de filmer pendant l'examen. D'accord, donc ça représente quand même une part assez importante, puisque du coup vous avez au moins une personne par jour qui filme à peu près en moyenne la consultation. Oui, tout à fait. Alors ils ne filment pas la consultation, ils filment les images échographiques. Les images, exactement, qui sont rediffusées sur un écran. Alors nous on travaille sur un appareil où on a notre propre écran et en fait il y a une projection des images sur un écran en face de la patiente et de son conjoint s'il est là. Donc en fait le plus souvent ils mettent leur appareil vraiment sur les images du bébé, ils prennent surtout des images de leur bébé. D'accord, donc vraiment en direct pendant que vous réalisez l'examen. Tout à fait. Les patientes vous demandent-elles toujours votre autorisation avant de filmer? Souvent pas, très rarement même je dirais qu'elles demandent l'autorisation de filmer. C'est souvent un réflexe, ils prennent leur téléphone systématiquement et ils se mettent à filmer l'ensemble de l'examen. D'accord, donc comme si c'était une situation normale et qu'il n'y avait pas de difficulté. Est-ce que lorsque ça arrive, vous faites une remarque ou vous invitez les personnes quand même à parler un petit peu du consentement, des risques que ça pourrait entraîner? En pratique, on leur demande oui. Enfin, moi personnellement, je leur demande de ne pas filmer l'échographie, en tout cas au départ. Et s'ils ont ressentent le besoin d'avoir des images filmées de leur échographie, effectivement, on fait une petite séquence en fin d'échographie, une fois qu'on a vérifié que tout l'examen morphologique était normal, qui peut être aussi un peu plus sympathique et un peu plus, on va dire, qu'ils comprennent un petit peu mieux les images, parce que ça reste quand même des images qui sont très techniques. Et je ne suis pas sûre que ça ait vraiment un intérêt en fait pour eux d'avoir ces images sur le plan technique. Ce qui peut être sympa, c'est quand on fait des images de 3D sur la face des bébés, sur leur visage ou quand ils bougent. Alors en pratique, il faut savoir que nous, on a un logiciel où on enregistre ces images, que ce logiciel... Ensuite, ils y ont accès en fait, aux images grâce à une application et que cette application, elle va leur donner des images numériques de très bonne qualité de toutes les images qu'on va faire et qui sont à leur disposition. Alors effectivement, sur ce site, on n'a pas de film, mais on a des images figées.
D'accord, donc ça, vous les informez toujours de l'existence, en tout cas, de ces vidéos, du fait qu'elles pourront les obtenir après, et que c'est pas nécessaire, du coup, de filmer en temps réel. Et malgré ça, il y en a quand même qui ont envie... Juste ce matin, j'ai un patient qui voulait absolument filmer. Pour lui, c'était important. Alors, il faut comprendre que pour nous, c'est quand même compliqué d'être filmé, parce que d'abord, c'est très dur d'être filmé pendant son travail. Et puis, on a toujours cette idée de se dire, qu'est-ce qu'on risque à être filmé pendant une échographie. Et puis aussi, je trouve que ça coupe le lien. Ça coupe notre lien parce que pendant une écho, on parle, on explique aussi des images, on a des conversations avec les patientes et du coup, l'idée d'être filmé fait que ça coupe la conversation complètement. C'est très important ce que vous dites. C'est effectivement un point qu'on n'avait pas abordé, mais la relation humaine et finalement, effectivement, le contact que vous avez avec, en tout cas, au moins la patiente, peut être altéré vraiment. En fait, le téléphone vient rompre cette relation que vous avez avec votre patiente. Si je vous dis que je vous enregistre quand vous travaillez, vous n'êtes plus du tout naturel en pratique. Et ça modifie votre comportement? Alors, ça ne modifie pas notre concentration à faire notre examen, qui est un examen technique assez compliqué, mais ça va m'empêcher de dire le bébé il bouge, ou regarder sa main, elle est dans sa bouche, ou même d'exprimer une difficulté technique. C'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous filmer contre, en tout cas votre consentement pendant une échographie, peut venir modifier, alors pas effectivement votre expertise, mais peut-être la manière dont vous allez vous exprimer au patient, modifier votre perception de la consultation? Complètement. Et est-ce que ça pourrait aboutir à ce que vous n'arriviez pas forcément à dire tout ce que vous aviez prévu à la personne? Je pense pas, parce qu'à un moment, les gens ils arrêtent de filmer et on arrive à dialoguer avec eux. Et puis les patients, on les connaît bien, on les voit tous les mois. Je pense qu'il y a une relation qui se crée, on arrive à avoir cet échange. Mais je pense aussi que les gens ne se rendent pas compte. En fait, ils pensent que c'est leur bébé et que l'image leur appartient. Mais si je leur dis qu'ils sont chez eux en train de travailler, ou qu'ils sont dans leur lieu de travail en train de travailler, et qu'on met une vidéo pour optimiser, et qu'on les filme en train, par exemple, on filme leur écran d'ordinateur, je suis sûre à 100% qu'il n'y a aucun qui sera d'accord. Donc, je comprends la démarche des gens du 21e siècle, qui est de se dire l'image, elle nous appartient, on peut filmer tout ce qu'on veut. Mais en pratique, c'est quand même notre travail qu'on filme. Bien sûr, vous avez tout à fait raison de le préciser. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans ce type de situation à quelque chose de compliqué? Est-ce qu'il y a déjà un patient qui a cherché à engager votre responsabilité pour une erreur de diagnostic ou une négligence? Ou est-ce que vous avez déjà vu des confrères à qui c'est arrivé? Personnellement, non. Pas en tout cas à cause d'une vidéo. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ce qui m'est déjà arrivé, c'est de dire à la patiente, non, vous pouvez pas filmer parce qu'on sait jamais ce qu'on va trouver. Et malheureusement, on trouve une anomalie. Parce qu'en fait, c'est aussi ça tout le problème de filmer pendant qu'on fait l'examen. C'est que parfois, à l'échographie obstétricale, et c'est bien pour ça qu'on l'a fait, on trouve des choses qui ne sont pas normales. La gravité des choses, elle est variable. Mais là, on rentre dans vraiment une autre démarche qui va tout à fait avec en fait, ce pourquoi on a fait l'échographie et l'enjeu en fait de cette échographie. Et du coup, quand on se retrouve à dire non, je préfère que vous ne filmiez pas au cas où il y a quelque chose et qu'on se retrouve avec réellement une anomalie, on est très gêné et c'est compliqué. Alors, est-ce que vous veillez avant chaque acte médical à informer les patients des actes que vous allez réaliser, des actes de prévention qui pourront être mis en œuvre? Alors, l'avantage de notre métier, c'est qu'on voit les patientes un mois sur l'autre. Et donc, en fait, la consultation d'avant prépare la consultation d'après. Donc, quand on va voir la patiente en échographie de datation, on va lui expliquer qu'en fait, on va faire l'échographie du premier trimestre et on va lui expliquer qu'on va mesurer la nuque et les enjeux de cette mesure de la nuque, qu'on va faire une prise de sang. Pareil, à l'échographie, à l'examen du 4e mois, on va lui dire on va faire l'échographie du 2e trimestre. Certes, on va voir le sexe de votre bébé, mais on va voir aussi si votre bébé va bien. Après, en début d'écho, on fait toujours un petit rappel, et surtout aussi pour les patientes qu'on n'a pas eu la chance de voir entre les deux. D'accord. Vous n'avez jamais pensé, au vu de la régularité quand même de ces situations, à transmettre un petit formulaire de consentement aux patients? Ce formulaire, il existe. Oui. Il est publié sur le site du Collège national d'échographie. En pratique, c'est une grande page. On peut le donner à toutes les patientes. Je ne suis pas sûre qu'elles le lisent. Elles peuvent le signer. Je suis quasiment sûre que ça n'a aucune valeur légale, mais vous me le direz, de signer un document comme ça. Mais je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est expliquer aux gens ce qu'on leur fait. Et le consentement dans l'échographie, il est inhérent au fait que vous venez à votre examen. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas d'échographie, vous ne venez pas à votre examen. Donc, et puis,
faut que les patientes elles sachent, je pense qu'on leur répète suffisamment que tout acte médical, on peut s'arrêter, on peut ne pas souhaiter avoir une échographie ce jour-là. Et dans ce cas-là, on peut dire je reporte mon rendez-vous ou je fais pas cet examen et on en discute. Très bien, mais c'est important de le savoir et de le préciser. Et effectivement, on pourrait quand même s'interroger sur la nécessité d'être un petit peu plus vigilant, peut-être en début de consultation, si vraiment il y a des craintes sur la suite de la consultation, et de mettre à disposition peut-être au moins quelque chose qui leur permette de prendre connaissance, en tout cas en cas de risque, de ce à quoi elles s'exposent éventuellement. Mais ça, c'est des éléments qu'on pourra repréciser, en tout cas sur le terrain juridique. Dans ce nouveau format donc, de Medinov, chaque invité me pose une question juridique à laquelle il souhaite avoir des éléments de réponse. Quelle serait votre question aujourd'hui ? Et bien justement, après tout ça, quel est le risque encouru ? Si jamais j'ai un bébé qui a une anomalie, qui naît avec cette anomalie, qu'on ne l'a pas diagnostiqué à l'échographie et que le monsieur ou la dame a fait un film de son bébé pendant l'écho, est-ce que ce film peut être à charge ? Est-ce qu'il peut être réexaminé par les experts ? Est-ce qu'il peut être utilisé en tant qu'outil médical autant que nos images ? Merci beaucoup, Dr Cohen. Alors la question des échographies filmées par les patients s'inscrit dans un débat bien plus large sur le droit des patients à enregistrer ou filmer leur consultation médicale. La responsabilité du fait de l'imagerie médicale est une responsabilité pour faute, et même en droit pénal, pour faute caractérisée. C'est un principe traditionnel de la jurisprudence, ce qui est très clairement confirmé et même renforcé depuis la loi Kouchner, notamment par l'article L 1142-1 du Code de la santé publique. Alors quid s'agissant des vidéos qui sont prises par les patients durant les consultations ? Alors en droit français, la preuve est libre en matière civile et peut être apportée par tout moyen. Je vous renvoie à l'article 1358 du Code civil, sauf dans certains cas où la loi impose des modes de preuve scientifiques. Une vidéo, elle peut donc en principe être présentée en justice. Cependant, il y a certaines conditions qui sont essentielles et qui doivent être gardées en mémoire. La vidéo doit avoir été obtenue de manière loyale et licite. Si le médecin ignorait qu'il était filmé et que l'enregistrement a été fait à son insu, eh bien dans ce cas, la preuve pourrait être écartée en raison d'un manquement à la loyauté. Ensuite, il faut retenir qu'elle ne pourra être retenue que si elle est pertinente et probante, c'est-à-dire si elle permet d'établir un lien clair entre l'examen réalisé et le défaut de diagnostic. Ensuite, l'échographie est un examen dynamique. La vidéo enregistrée ne reflètera donc pas forcément l'intégralité des images analysées par le médecin et elle pourra donc être soumise à débat puisque l'existence d'une anomalie n'est pas toujours évidente et qu'une erreur d'appréciation ne constitue pas nécessairement une faute engageant la responsabilité du praticien, et on va revenir plus en détail sur ce point. Enfin, retenez qu'une expertise judiciaire sera nécessaire et fondamentale en cas de litige. Alors si une anomalie n'a pas été diagnostiquée lors de l'échographie et qu'une vidéo a été réalisée, elle pourra toujours être soumise pour rechercher la responsabilité du professionnel de santé, mais elle sera susceptible d'être écartée en fonction du contexte dans lequel elle a été réalisée. Si elle n'a pas été réalisée à l'insu du professionnel de santé, le patient pourrait engager la responsabilité du médecin sur les fondements classiques, soit par exemple la responsabilité civile pour faute, une faute caractérisée par une négligence dans l'interprétation des images ou un manquement aux règles de l'art, et je vous renvoie à l'article R 4127-32 du Code de la santé publique et à notre épisode précédent sur la luminothérapie et le laser vaginal qui abordait ces notions. On pourrait aussi venir rechercher la responsabilité pénale du professionnel de santé pour mise en danger ou blessure involontaire. Alors il faut toutefois faire attention concernant l'analyse de cette faute caractérisée. Même si l'article L 114-5 du Code de l'action sociale et des familles prévoit, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis de parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Nous avons également un arrêt du 14 novembre 2013, numéro 21-576, où la première chambre de la Cour de cassation avait jugé
que la faute caractérisée devait répondre à des critères d'intensivité et d'évidence. Toutefois, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 9 janvier 2014 vient préciser la notion de faute caractérisée de manière plus stricte dans le cadre d'une échographie pendant la grossesse. Dans ce cas-là, l'expert a précisé que les médecins des deux hôpitaux se sont trouvés confrontés à un dossier complexe, d'interprétation particulièrement difficile et dans lequel aucun élément ne permettait d'orienter avec certitude un diagnostic vers une malformation du fœtus. La Cour a donc indiqué que les praticiens des deux hôpitaux ont pu estimer que l'enfant à naître ne présentait pas d'affection de nature à provoquer un handicap et qu'il n'avait donc commis aucune faute caractérisée au sens de l'article L 1114-5 dont je viens de vous faire la lecture. Cela revient donc à considérer que pour les échographies de grossesse, ne pas diagnostiquer le handicap ne constitue pas toujours une faute caractérisée. Alors la jurisprudence est très protectrice du professionnel de santé, nous le voyons bien, et comme on l'a dit, la réalisation d'une vidéo peut dans certains cas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image du professionnel de santé si les enregistrements sont réalisés à l'insu de ce professionnel pour constituer un moyen de pression, une pré-preuve pour mettre en cause ce professionnel ou afin de diffusion ultérieure sur les réseaux sociaux. On retrouve donc par exemple le cas récent d'une soignante qui avait découvert sur TikTok qu'elle avait été filmée à son insu alors qu'elle réalisait une échographie obstétricale. Et bien dans ces cas-là, les patients s'exposent tout autant à l'engagement de leur responsabilité. Cela nous renvoie à l'article 9 du Code civil sur le respect au droit à la vie privée, ainsi que l'article 226-1 du Code pénal qui punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, soit en captant, en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit en fixant, en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Alors il est recommandé, conformément à ces articles, d'adopter des bonnes pratiques pour éviter toute situation à risque. Tout d'abord, vous pouvez informer vos patients en amont de la consultation que vous préférez éviter que les échographies soient filmées, voire l'interdire totalement. Si vous surprenez un patient en train de vous filmer, vous pouvez lui demander de cesser son enregistrement ou lui donner votre accord, au cas par cas, en veillant toutefois à ce que cela ne vienne pas modifier votre comportement lors de la consultation et la manière dont vous vous adresserez à lui. En cas de diffusion non consentie des images filmées sur Internet, vous pouvez agir dans les mêmes conditions que pour notre épisode sur l'atteinte à la e-réputation du médecin, à savoir tenter de contacter l'auteur en demandant le retrait des images, demander le déréférencement auprès de l'éditeur du site et porter plainte si aucune de ces actions n'aboutit. De manière générale, informez toujours le patient sur vos souhaits concernant le déroulement de la consultation médicale. Établissez une éventuelle charte d'interdiction ou de limite des enregistrements si ces pratiques ne vous conviennent pas. Vous pouvez également accepter l'enregistrement, mais interdire la diffusion des vidéos. Quoi qu'il en soit, afin de vous prémunir de toute situation ultérieure non souhaitée et pouvant être de nature à rechercher l'engagement de votre responsabilité, mettez en place une procédure de prévention claire, ce qui limitera au plus les risques.